Avant de continuer cette vidéo, une petite précision. Donc on est 2-3 jours après avoir tout filmé, mais bon, c'est pas grave. On fait ça un peu dans le désordre. Juste vous préciser mon historique au niveau des Peugeot 106. Comme la plupart d'entre vous le savent peut-être, j'étais aux États-Unis avant. Ça fait depuis que j'ai l'âge de 20 ans, j'ai 40 ans maintenant. Ça fait depuis que j'ai 20 ans que je n'habite plus en France. Donc ça fait quand même un petit moment. J'étais aux États-Unis, ensuite j'ai déménagé au Canada et maintenant je suis au Japon. J'ai pas vraiment connu les voitures françaises. J'ai jamais connu ça en fait. Ça a été quelque chose d'assez tardif pour moi de découvrir ces bagnoles. Et la première hot hatch française que j'ai découvert, c'est la 106 S16. J'en ai acheté une donc il y a 6-7 ans de ça peut-être. Que j'utilisais tous les jours avec ma femme. Conduite à gauche, une 106 S16 bleue de 2002, qu'au Japon ils appelaient 106 S16 Limited, et je ne sais pas exactement pourquoi c'était Limited, mais c'était 2002 ou 2003, donc je crois que c'est les dernières années de production des 106 S16. Et donc je l'ai acheté pour vraiment pas cher, c'était genre peut-être 2000 balles, un truc dans le genre. Et ça a été la voiture qui m'a mis dans ces tractions sportives françaises. Quand j'ai eu la 106 S16, je me suis dit, ah tiens, ça serait sympa, la même bagnole, mais avec un petit peu plus de puissance peut-être. Une boîte un peu plus courte, parce que les 106 sont quand même des boîtes assez longues. Et j'ai regardé assez vite après les Clio RS. Et c'est pour ça que maintenant j'ai 5 Clio RS. Ça, c'est la deuxième 106 S16. Même si je n'ai pas gardé celle-là très longtemps. J'ai 5, 6, 5. 5 Clio RS, il faut que je réfléchisse. Je ne suis pas tout à fait sûr des noms. Donc voilà, c'est un petit peu l'historique de cette bagnole. Et vu que l'autre Peugeot 106 que j'ai en ce moment, elle a besoin de vraiment beaucoup de taf, une peinture complète, elle est vraiment dégueulasse, elle pue un peu, elle fuit de partout. Enfin bref, c'est pas l'idéal. En avoir une qui roule, ça faisait longtemps que j'en ai pas eu une qui roule bien. Et donc voilà, maintenant que vous connaissez un peu mon historique au niveau des 106 et des hot hatch françaises en général, on peut continuer la vidéo. Salut tout le monde. Donc, il y a 2 vidéos de ça, 3 vidéos de ça, à peu près. J'étais à USS Nagoya et j'ai acheté quelque chose. La chose en question est arrivée. Bon, alors elle est toujours un peu pareil. J'ai regardé un petit peu plus les modifications qui ont été faites dessus. Je vous montre ça. Voilà, parce que me filmer moi, c'est pas forcément toujours intéressant. Alors, ça peut l'être, hein, mais pas maintenant. Hop. Donc, on avait déjà vu quelques trucs qui pouvaient être pas trop mal. J'ai remarqué aussi qu'il y avait tout un... Elle était pas mal renforcée au niveau châssis. Donc il y a l'arrière, il y a aussi donc la barre strut tower bar, je sais même pas comment ça s'appelle en français. Aussi, elle a l'air d'avoir un collecteur, je sais pas, mais ça a pas l'air d'être du Peugeot quoi. Ça a l'air d'être fait un petit peu pas forcément d'origine, même si je suis pas sûr. Alors par contre dans la vidéo je disais que oh trop bien mais ça fuit pas, et bah maintenant en fait ça fuit. C'est la maladie hein, sur ces caisses, hein, donc il va falloir refaire le joint de couvre-culasse. C'est un grand classique sur ces caisses. La batterie est complètement morte, donc j'en ai racheté une. J'ai déjà fait un petit tour assez rapide. Il y a le cap d'embrayage qui grippe un petit peu, assez commun aussi sur ces caisses. Éventuellement à voir ce qui peut être faisable là-dessus, ou juste le laisser comme ça. Mais dans un premier temps, je vais juste essayer d'arrêter cette fuite de couvre-culasse parce que ça me dégueulasse un petit peu en plus le sol, c'est pas l'idéal. Et puis on va voir aussi si elle a pas un autobloquant. Donc j'ai levé les roues, mais bon les Torsen, ça c'est pas comme ça que je vais le savoir. Donc il faut vraiment aller faire un tour et faire crisser du pneu, en sachant que je crois qu'il va falloir acheter des pneus. Parce que quand ils font ça, en général, ils sont pas contents. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas.
Ah bah ouais. Soit 2010, soit 2005. Quand même. Pas mal. Pas mal. Allez. On commence un petit peu à colmater les fuites sur ce truc. Et voilà. Bon, alors bonne nouvelle, là-haut ça n'a pas du tout l'air de fuir, il n'y a aucune fuite au-dessus. Par contre ici, bon, c'est pas la joie, donc va falloir le faire. On peut voir vraiment il y a de l'accumulation, surtout au niveau des angles là. Ce qui est assez classique sur ces bagnoles là. Bon, on va nettoyer tout ça, nettoyer le couvre-culasse aussi. Hop. On peut voir là avec l'accumulation ici donc d'huile et puis remettre une bonne dose et refermer tout ça. Pour nettoyer un couvre-culasse, c'est tout simple, un cutter et on s'y met. Oh, tout beau celui-là. Ça vient jamais comme ça. Ah, c'était agréable. Je peux pas en avoir des pleins des fois. Un petit peu là-dedans. Fini. Et accessoirement, même si je viens le nettoyer, on peut voir vraiment que l'intérieur du couvre-culasse et du cache-culasse, du couvre-culasse, je sais pas comment ça s'appelle, est quand même vraiment clean. Il n'y a vraiment pas de dépôt de vieille huile ou quoi que ce soit, ce qui voudrait dire que bon, malgré l'état des pneus, qui ont peut-être été d'ailleurs juste mis pour l'envoyer aux enchères, la bagnole a probablement été entretenue correctement. Et l'état de la peinture en général, qui a été refaite, donc je voudrais dire que le mec a quand même mis un peu d'argent dedans pour la maintenir. Ok, bon, je change de côté pour varier les plaisirs. Un petit peu de place ici. Et on essaye de le faire en une fois. Ok, on est pas mal. Donc juste pour préciser, ce truc-là a autant de couple qu'une Honda, donc il n'y a pas de... Il n'y a vraiment pas de risque quoi que ce soit. Okay. Donc, ça fait quelques jours que je n'y ai pas touché. Les plans de la journée, il y a genre 2 litres d'huile de trop dedans. J'ai jamais vu un niveau pareil. Enfin, vous pouvez le voir maintenant. C'est, je sais pas, le mec avait dû regarder les 106, il a tapé 406 et il a vu 10 litres d'huile ou je sais pas quoi, mais c'est un peu n'importe quoi. Donc une vidange à faire avant de pouvoir la tester. Vérifier l'étoile de la courroie de distrib parce que j'ai pas d'historique sur la voiture. Et vu la gueule des pneus, bon, je pense pas que ce soit les pneus qui étaient sur la voiture, ils ont juste été mis là-dessus pour être envoyés aux enchères. Mais vu l'état des pneus, on va quand même regarder aussi l'état de la distrib.
Pas forcément la faire, mais juste s'assurer que tout va bien. Et aussi, il n'y a pas du tout, mais alors pas du tout de clim, complètement vide. Donc essayez de voir s'il y a une fuite, éventuellement la réparer. Et s'il n'y a pas de fuite, bah, juste re-remplir la bagnole. Et ce que vous entendez derrière, c'est le tofu. Ouais. Il arrive. Les joies de la campagne. C'est pas cassé. Mettre le CU sous le comment dans la boîte à gants, derrière la boîte à gants, des trucs dans le genre, c'était trop normal. C'était pas assez français. On revient dans le bois par l'occasion. Ah bah oui, on regarde ça pédasse. Ça permet aussi de voir l'état un peu du support moteur qui a l'air clairement d'origine. Ou s'il n'est pas d'origine, il est presque d'origine. Quelle merde! Ça c'est 1 sur 3 ou 4. Bon alors évidemment celle-ci est aussi coincée, tourne dans le vide. On va celle-ci pareil. Donc enlever le cache n'est pas vraiment faisable. Par contre, voilà. Je crois que c'est clair. La distrib est définitivement à faire. Donc un petit coup de Google et on va voir si j'ai de la chance. Si je crois que c'est les TU là-dessus et si c'est un moteur à interférence ou pas. Bon, bah, certains d'entre vous qui connaissent sûrement ces bagnoles-là mieux que moi le savaient déjà. C'est un moteur à interférence, même si j'en ai déjà eu une, 206 S16, j'avais jamais fait la distrib parce qu'elle avait été faite. Donc, il va falloir tout simplement commander distrib et pompe à eau et le faire. Donc ça veut dire que dans cette vidéo, il n'y aura pas vraiment d'envoi de la bagnole dans tous les sens dans les champs à côté. Tant pis, ça attendra un petit peu, mais distrib à faire impérativement, donc il faut la commander. Étant au Japon, je vais commander ça avec d'autres pièces en plus dont j'ai besoin. Et la faire plus tard. Mais pour aujourd'hui, on va quand même regarder, faire une vidange déjà, parce qu'il y a vraiment trop d'huile. Et quoi d'autre? Et regarder pour la clim. Alors, pour la clim, donc je crois qu'en France, c'est rigoureusement interdit de faire ce que je fais ici. Ici, il n'y a absolument aucun problème pour ça.
Celle-ci, on a de la chance, la clim est complètement vide, il n'y a absolument rien dedans, ce qui fait qu'on n'a pas à avoir à louer le truc pour vider la clim, et enfin, bref, c'est assez casse-couille. Là par contre, on n'a absolument aucun problème. Donc le principe est assez simple. D'abord, essayer de vérifier si on a une fuite. Si on a une fuite qui est vraiment visible, ça sert à rien d'aller plus loin. Il va falloir déjà trouver d'où vient le bruit, réparer la fuite. En général, il n'y a pas vraiment de grande fuite d'expérience ici. C'est juste que c'est jamais réparé. Et sur 25 ans, ça s'est complètement vidé. Donc on va voir ce qu'il en est. Le principe donc, c'est de faire un vacuum dans le système de clim et de laisser pendant 30 minutes voir si ça fuit. Là, il y a un petit niveau d'huile ici pour lui. Et là, ça c'est le bas. Donc normalement on le branche sur les deux. Il faudrait que je trouve où est le haut. Sinon on peut le faire qu'avec le bas, la basse pression, ça suffit aussi. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Alors ici, vous voyez, donc il y a le haut de pression ici et le basse pression en dessous. On branche les deux, on met du vacuum et on attend 30 minutes. Et on espère que ça ne fuira pas. Donc normalement le haut de pression reste toujours fermé. On s'en sert absolument pas. Là c'est vraiment juste pour tester en fait le vacuum, mais on ne branche rien dessus à part ce test de vacuum en question. Et là donc vous pouvez voir que le vacuum est à -1 et -1 ici aussi, à -1 bar. Donc c'est bloqué là, on va laisser encore un petit peu histoire de sucer un petit peu tout ce qui est humidité qu'il pourrait y avoir dans le circuit. Donc le laisser tourner 15-20 minutes, un peu plus, et puis ensuite on coupe et on attend et on voit si ça reste à -1 bar. Et voilà, bon, ça fait un peu plus d'un quart d'heure là quand même, une demi-heure. Maintenant je coupe. Et si dans 30 minutes, c'est toujours à -1 et -1 ici, c'est bon, je recharge. Il a commencé à pleuvoir un peu. Le verdict. Eh bien, le verdict, c'est qu'au bout de même 45 minutes, là, 45 minutes, 1 heure, ça n'a pas bougé, donc il n'y a pas de fuite. Donc maintenant, deuxième étape, on peut recharger la clim. Maintenant qu'on sait qu'il tient le vacuum, c'est assez simple. On laisse tout donc sur... Là, on peut donc fermer ici les deux hauts haute pression et bas de pression. On les ferme, voilà. On peut fermer le deuxième aussi. Voilà. Et on les débranche. Hop. Donc là maintenant on sait que tout le circuit est entièrement sous pression. Donc on sait aussi qu'il faut 750 grammes. Donc c'est 750, 800 grammes. Bon, allez, 800 grammes ça fera l'affaire. 800 grammes c'est 3 canettes comme ça de clim. Et une 106S16 prend 750. Donc on va arrondir à 800, hein. Ça ira. Et en gardant la pression dedans,
Parce que là, tel que c'est maintenant, en fait, le compresseur de clim ne démarre pas. Si je démarre la voiture, même si j'appuie sur le bouton, le compresseur ne part pas, parce qu'il n'y a rien dedans, il a besoin de pression. Il a besoin de liquide dedans pour démarrer. Donc, on en met un petit peu, ça va être aspiré grâce au vacuum. Et ensuite, on remplit comme il faut. Donc, principe tout con, hein. On prend une petite canette, on la remet dessus. Là, on peut le brancher. Donc, si vous voulez différencier, c'est pas compliqué. Le haut de pression, c'est toujours le plus fin des deux, avec en général la plus grosse sortie. Mais c'est le tuyau le plus fin et le basse pression, c'est le tuyau le plus épais. Toujours quand je commence à filmer que les camions commencent à passer, ils sont toujours en train de détruire une maison à côté, donc du coup, ben voilà. Allez, si tu veux de la rentrer dedans. C'est dedans. Une fois que c'est bon, voilà, donc là directement il me met la pression négative. Hop. Donc je sais qu'il y a toujours de la pression malgré le fait que je l'ai changé. On perce la canette. Canette percée. Voilà. On peut la mettre à l'envers. Et on rouvre. Et voilà, elle se vide dedans. Et tout ça donc moteur éteint. Bien froide. Voilà, donc il y a un petit peu de pression et ça va suffire en fait pour lancer la clim quand on va démarrer la voiture. Donc là évidemment c'est plus que de l'air, hein. Il y a plus de, ça a été vidé complètement quoi. Donc c'est juste la pression là-dedans qui fait que bah, ça se vide comme ça, mais sinon il est complètement vide. Maintenant on démarre la voiture et on en remet. Donc là on en remet une petite, le moteur tournant, la clim n'est pas allumée. Là vous avez pu entendre avec le petit clic que la clim démarre, c'est possible. Voilà, une autre canette de plus. On perce. Et on ouvre. Tant que ça redescende jusqu'en bas et que ça se stabilise. Quand c'en est là, on sait que tout est vidé. On peut rouvrir. Et voilà, comme vous voyez pas, il ne sort rien que de l'air. Ichiten Loku liter desu. Timing belt wa mecha furui, so chotto kiyotsukete. Salut. Hein? Hein? Ah.
Alors. Allez, arigato. Bye bye. Allez, voici plus de chat, plus de chien. Oui, nous avons une clim fonctionnelle. Ben voilà, victoire. Encore 150-200 grammes à rajouter et elle sera pleine. Yay. Bon allez, soleil dans la gueule. Je vous ai épargné le changement d'huile, ça n'a pas non plus grand intérêt. Les freins auraient besoin d'une bonne purge. Donc, comme je disais, faire vraiment un petit tour assez doux. Les suspensions sont fermes, mais ça a l'air d'aller. C'est vraiment la première fois que je la conduis. Un petit peu avec les pieds sur le frein pour juste nettoyer un petit peu, qu'ils arrêtent de faire du bruit. Bon, juste pour l'instant aucun problème. Elle a un joli bruit, je vais virer la plaque puisque c'est la ceinture, c'est de la merde. Ça faisait longtemps que j'avais pas conduit de 106 à 16. Ferme mais plutôt ont l'air de fonctionner plutôt bien. Ça secoue pas mal, je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte. J'ai un peu de mal à remettre, à bien viser les vitesses. Et les freins, c'est de la merde. Vraiment une bonne purge à faire. Ça, c'est pas transcendant, quoi. Une espèce de pédale aftermarket aussi qui sont un peu trop proches en fait. La pédale d'accélérateur est vraiment proche de la pédale de frein. Donc elles sont pas au même niveau, bah c'est pas terrible. Faut oublier aussi que j'ai des pneus de 2005. Allez, on va accélérer une fois quand même. L'air d'avoir une patate assez similaire à la mienne, peut-être un poil plus. Après c'est peut-être le son aussi qui donne cette impression. Faut pas oublier que je joue un peu avec la vie du moteur, parce que la distrib, bon, c'est pas... J'ai des
Petite craquelure de visible, c'est pas forcément la joie, hein, faut être honnête. Chose que je voulais vraiment voir. Je sais pas ce qui s'est pété la gueule là. Mais c'est si elle avait un autobloquant. De frein quasiment au plancher là. Il va falloir une bonne purge quoi. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Il n'y a pas l'air d'y avoir d'autobloquant. Je vais avancer un petit peu trop. Malheureusement, je crois que l'on peut dire avec certitude que non, il n'y a pas d'autobloquant. Il y a une belle trace ici. Désolé pour le vent, il y a eu une micro-trace de ce côté-là. Donc non, pas d'autobloquant. Il y a de quoi faire une jolie photo là, tiens. Allez. Ça va être la miniature. Bon, bah nous revoilà dans la voiture parce que y a un peu de vent, donc ça va pas être idéal pour faire une conclusion. Encore quelques trucs à faire, notamment il y a les fenêtres qui remontent pas droit, c'est un truc assez commun, les deux en plus, elles se pètent la gueule. Évidemment cette distrib ça va être le truc principal à faire. J'ai probablement déjà un acheteur, il se peut qu'il rentre en France. Et donc je vais voir avec lui s'il préfère la faire en France ou s'il veut que je la fasse ici, enfin on verra. Bon, par la distrib et le fait que malheureusement elle n'ait pas d'autobloquant, c'est un peu décevant. On se voit la prochaine fois et j'ai acheté quelque chose aujourd'hui d'assez spécial. Vous la verrez bientôt. A plus.